Mes parents ont vécu 60 ans de mariage heureux, mais 60 années de schizophrénie culturelle. L'un écossais issu d'une famille protestante, presbytérienne, c'est-à-dire calviniste et monarchiste. L'autre italienne issue d'une vieille famille catholique de Romagne, un des anciens États pontificaux, républicaine, admiratrice des Lumières, du Risorgimento et de Garibaldi. Pour comprendre la différence, regardons un moment ce que cela veut dire d'être un homme du Grand Nord européen et une femme du Grand Sud européen en fonction de l'influence du monarchisme, du protestantisme, du républicanisme et du catholicisme. Alors d'abord, dans cet éventail politique, mon père était monarchiste. La monarchie, cette constitution millénaire, féodale, virile, militaire, où l'individu l'emporte sur la communauté. La communauté n'a pas de sens en monarchie. Ce sont les valeurs du prince de Machiavel, dont le but est de garantir, arrive quoi que ce soit, sa survie et celle de sa famille par la diplomatie ou par les guerres de territoire chauffées à blanc ou par la xénophobie. C'est le pouvoir personnel et absolu. En un mot, le privilège. C'est dans le nom de l'Europe la création d'églises nationales et dans les maisons d'Autriche et d'Espagne l'alliance avec le Vatican. Car même Rousseau comme Machiavel reconnaît que le contrôle du peuple est bien plus facile si le monarque sait mettre le pouvoir religieux à son service. La monarchie est le dernier bastion de la protection des biens individuels et familiaux contre un État rapace qui défend plus volontiers les intérêts de la collectivité que les intérêts particuliers. C'est la protection de la famille royale par une série de cercles sociaux concentriques, impénétrables, qui la séparent et la protègent des sujets, et non pas des citoyens. Ils sont rangés par classe sociale des plus aristocratiques aux plus intouchables. C'est une société qui mène chacun à adapter sa communication à la classe relative de son interlocuteur. Ainsi, le maître parle autrement à son serviteur que celui-ci répond au maître. C'est ce service féodal, intuitu, personné, entre maître et serviteur, qui n'admet franchement pas l'idée d'équipe, qui est si chère aux républicains. C'est l'idéalisation des devoirs du serviteur au profit du maître, qui offre en retour le privilège. C'est l'isolation en classe plutôt qu'une unité du peuple. Ce sont des codes stricts et formalisés de communication, non seulement au sein des classes, mais aussi entre elles. C'est le respect de la confidentialité, de la discrétion. C'est la violence sociale cachée sous une apparence inoffensive. Ceux qui sortent de telles sociétés sont des monarchistes, dont les valeurs sont ceux de l'acceptabilité du privilège individuel, de la protection à tout prix des droits personnels, de l'idéalisation des devoirs avant celle des droits, de l'inexistence de la collectivité, de la forte identification de la nation avec la personne du monarque, de la formalité dans la communication orale, de l'hiérarchie, mais aussi de l'aristocratie, de l'inclusion et l'exclusion des classes sociales, de la religion nationale et confortable, adaptée aux besoins de contrôler un peuple,
de la xénophobie, de la méfiance compulsive de l'étranger et du culte du secret. Parlons un moment du calvinisme. La famille de mon père était presbytérienne. C'est le protestantisme à la française de Jean Calvin dans la droite ligne de la pensée cathare. Un protestantisme néanmoins adapté aux mœurs de ce pays pluvieux du Nord qui est l'Écosse. C'est l'accueil de la richesse, c'est le pragmatisme, c'est la responsabilisation très solitaire devant Dieu et devant son propre destin. C'est une religion dure, avec une doctrine sur la prédestination qui n'admet pas qu'un homme puisse gagner le salut par ses propres bonnes œuvres, mais qu'il est soumis à un destin personnel et immuable connu de Dieu depuis toute l'éternité. La logique déductive du calvinisme au sujet de l'omniscience, de l'omnipuissance et l'omnibénévolence de Dieu aboutissent nécessairement à la doctrine de la prédestination. Il tient que puisque la pensée humaine est le don de Dieu et que l'homme est fait à son image, toute construction dogmatique pour nier la doctrine de la prédestination est tout simplement irrécevable. Le calvinisme rejette en bloc la tradition catholique post-biblique. Il défend l'idée d'une religion qui tient compte de ce monde, une religion pragmatique plutôt que dogmatique, d'une pensée linéaire, empirique et humaine plutôt que mystique. Selon Max Weber, le sociologue allemand qui a identifié l'origine du capitalisme avec le calvinisme, le calviniste accueille les richesses de ce monde en don de Dieu, richesses qui ne seraient accordées qu'à l'homme vertueux. L'argent est donc un signe a posteriori que le bon Dieu lui réserve un destin saint. Il est élu. Et puisque l'homme vertueux et ascétique ne dépense pas son argent pour son propre plaisir, il l'accumule et le constitue donc sous forme de capital. J'appelle le réformiste la personne élevée dans une société protestante, peu importe qu'elle soit de religion protestante ou catholique, car elle se trouve néanmoins influencée par les valeurs, les comportements et donc la culture de la forte majorité protestante du pays. Ces valeurs, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont le sens pessimiste de la solitude devant son destin, une solitude terriblement responsabilisante devant Dieu, c'est l'intolérance du pécheur, qui est manifestement destiné à l'enfer, et dont le péché ne doit pas entrer en contact avec l'homme vertueux. C'est la suspicion de toute émotion trop manifestée. C'est la pensée humaine de ce monde linéaire, analytique, empirique, qui rejette le mysticisme. Et donc, c'est le pragmatisme plutôt que le dogmatisme. C'est une grande tolérance à la pensée inductive, c'est-à-dire un cycle logique de faits, résultats et conclusions, et non pas de thèses, antithèses et synthèses que les réformistes trouvent bien trop gâcheurs de temps. C'est la préoccupation du temps qui est un don de Dieu, compté à l'homme dans ce monde. C'est la satisfaction d'être éventuellement un homme sauvé, car il a de l'argent.
il va être également rassuré par sa tendance vers la modestie et vers l'ascéticisme pour se convaincre de sa vertu et de son salut. Malgré le soutien par Mussolini de la Maison de Savoie, les idées catholiques de ma mère étaient néanmoins assorties d'une éthique franchement républicaine. Elle a grandi dans le sillage du Risorgimento, de cette sensibilité populaire, fruit du romantisme des Lumières et d'une Italie enfin unifiée. Elle était touchée par le communautarisme et par le concept de l'État sacralisé que nous connaissons bien en France. La République italienne d'aujourd'hui est empreinte de ce Risorgimento qui aboutit avec l'aide de la France, et parfois malgré la France, à l'unité finale du pays. Quand les révolutionnaires se sont finalement appropriés les États pontificaux au moment de la guerre franco-prusse et de la Commune. Le républicain Mazzini avait, tout au long des hostilités, fait l'éloge d'une république où uniquement ce qui est dans l'intérêt de la collectivité est bon. La République, cet État saint, n'a pas de place pour une deuxième déité, et l'anticléricalisme s'était établi progressivement à partir de 1849, quand Cavour, en suivant l'exemple de Robespierre et de Napoléon, cherchait à mettre la main sur les anciennes terres pontificales. Les Italiens n'ont pas guillotiné leurs prêtres. La manifestation de la nouvelle République contre l'Église était moins violente que celle de la République de Robespierre contre les prêtres dits réfractaires. N'oublions pas que le Vatican lui-même se trouvait seulement à quelques vallées plus loin. La France a montré la voie de la République moderne, grâce essentiellement à Voltaire et à Rousseau, en exprimant un modèle qui véhicule des valeurs de quasi-déification de l'État et d'humanisme qui n'admet que difficilement la concurrence d'une Église et qu'aujourd'hui l'islam ne peut pas accepter. D'égalitarisme et de la distribution des richesses par l'intermédiaire d'un État protecteur, mais sans visage humain. Des valeurs du service dans l'intérêt de l'État, au nom de la collectivité des citoyens, avant celui de tel ou tel citoyen individuel. Du communautarisme et du poids de la rue pour que le citoyen puisse se faire au moins entendre. Du principe sacro-saint de la méritocratie, de la méfiance intestine du pouvoir individuel ou du privilège de celui qui n'a pas été élu par les citoyens, de l'idéalisation des droits, mais pas forcément toujours des devoirs, d'une communication libre et fluide entre citoyens réputés tous égaux. Vient enfin le catholicisme de ma mère. Enfant italien d'avant-guerre, son profil était celui que j'appelle le romaniste. Alors, elle a passé sa jeunesse sous la papauté de Pie XII, dans le traditionnel éloge de la pauvreté et sous le manteau d'une mère Église toute-puissante. C'était un catholicisme bien romain, classique, où le poids de l'autre monde et la figure de la mère Église s'imposaient encore sur le pouvoir temporel en Europe. Un catholicisme pas encore empreint du libéralisme de Vatican II, un catholicisme où ce qui est prononcé ex cathedra
ne tolère pas de remise en question par les fidèles. Ceci malgré la difficulté dans cet âge scientifique à intégrer un dogme qui apparaît en conflit avec la nature. C'était un catholicisme offrant le catharsis du grand sacrement du pardon divin dans la conception très catholique de l'omnibénévolence de Dieu. Un catholicisme de l'éloge franciscain bien maternel de la faiblesse et de la pauvreté. Mais c'est aussi une tradition violente d'exclusion, d'hérétique de la collectivité croyante et probablement du paradis aussi. Par l'Inquisition, par les guerres de religion, par les luttes de frontières et de territoires, qui franchement semblent voir tout de l'impérialisme. D'ailleurs, le Vatican est techniquement une monarchie. Quel est l'impact du catholicisme sur les valeurs et sur le comportement de celui que j'appelle le romanisme? Qu'il soit catholique ou protestant, il est néanmoins élevé dans une société de majorité catholique et romaine, à laquelle il est forcé à s'adapter. Il me semble que les caractéristiques principales qui le distinguent sont cette aptitude à internaliser le dogme qui est conflit avec un vécu quotidien, humain, naturel et empirique. Ce que j'appelle la pensée elliptique qui permet de rationaliser le dogme en rejetant toute conclusion binaire. En moralité, le noir et le blanc n'existent plus vraiment. Tout est gris, car rien n'est simple. Ce monde est bien trop complexe. C'est l'argument que la logique divine n'est pas la logique humaine et que de toute manière, le bon Dieu pardonne tout. C'est le raisonnement qui permet aux catholiques de pratiquer la contraception en relative impunité ou de ne pas aller à la messe, mais se considérer catholique quand même. C'est la pensée sans contrainte qui se trouve à l'origine du mysticisme et de cette supériorité romaniste en matière artistique. C'est aussi un besoin de s'accrocher au cartésianisme, cette pensée déductive pour apporter un peu de rigueur quand même, de logique humaine à cette manière de penser. C'est une externalisation de la responsabilité de l'état de son âme sur la Mère Église toute-puissante. C'est l'impunité face au péché et l'optimisme grâce au mystère du pardon divin donné des mains d'une aristocratie cléricale, peut-être in fine les véritables enfants de Dieu, vivant déjà l'autre monde dans celui-ci. C'est cette étrange admiration de la faiblesse et de la pauvreté. C'est la culpabilité au sujet de l'argent. C'est la lutte personnelle, continuelle, pour justifier que le salut ne se mérite que par la détresse humaine. C'est le refus de donner de l'importance au temps dans ce bas monde face à l'éternité de l'autre. Nous venons de voir deux dimensions politiques et deux religieuses. Monarchie et république, romanisme et réformisme. Mon vécu de la vie commune entre mes parents m'a amené à vérifier deux hypothèses. Primo, que leurs valeurs différentes étaient essentiellement conditionnées par leurs croyances religieuses et politiques. Secondo, qu'ils illustraient deux pôles opposés des cultures européennes. Pourquoi se borner au seul vecteur religieux et politique pour définir des cultures?
Est-ce qu'aujourd'hui la religion a vraiment encore cette importance? Percevons-nous, à titre d'exemple, parfois une quelconque menace de l'islam? Est-ce que la menace perçue est une question de doctrine ou plutôt de culture? En quoi les Français aujourd'hui sont-ils différents de ceux qui ont rejoint les croisades ou Charles Martel? L'islam vit actuellement son XIIIe siècle, son Moyen-Âge. C'est une religion militante, expansionniste, qui ne s'est pas encore remise d'une tutelle ottomane de fer pendant 500 ans. L'antagonisme larvé entre christianisme et islam est millénaire et il s'inscrit essentiellement dans un registre culturel. C'est un conflit non résolu qui tue. Alors, je répète ma question. Est-ce que la religion a une importance culturelle de nos jours? Comment explique-t-on les 3500 morts dans la seule ville de Belfast depuis 30 ans? En quoi les préjugés religieux des protestants et des catholiques de l'Irlande du Nord sont-ils différents de ceux qui ont conduit Marie Tudor à brûler vif 300 protestants ou au massacre de la Saint-Barthélemy il y a 450 ans? Et les différences doctrinales et culturelles entre le catholicisme et le protestantisme sont franchement moins fortes que celles qui existent entre catholicisme, ou excusez-moi, christianisme et islam. Si des hommes sont toujours prêts à s'entretuer pour les conflits de religion, qui pourra me convaincre que la religion n'est pas enracinée au cœur même de nos valeurs et comportements? Oui, le romanisme très européen de ma mère et le réformisme très européen de mon père se trouvaient en conflit larvé. Passons à la politique. En quoi serait-on autrement en venant d'une monarchie constitutionnelle ou non qu'en venant d'une république humaniste? Le fait que 15 000 nobles français aient été guillotinés pendant la Terreur m'amène à conclure que l'impact des mots républicains de Jean-Jacques Rousseau sur les valeurs des Français en matière de contrat social était tout aussi fort que celui des déclamations anticléricales de Voltaire. Alors, non seulement le réformisme européen de mon père et le romanisme européen de ma mère étaient en conflit, mais aussi leur monarchisme et leur républicanisme. Les deux éminemment européens aussi, c'était ça leur schizophrénie culturelle. Je maintiens que si les valeurs religieuses et politiques ont conditionné ces cultures très différentes de mes parents, ils ont alors conditionné les miennes aussi, ainsi que celles de ma sœur, et par extension celles de l'ensemble des Européens et des peuples des Amériques et de l'Océanie que les Européens ont fondés. Suffit-il de vous citer, pour une autre culture, l'affirmation d'un Pakistanais sunnite que j'ai rencontré en Italie, à savoir que les talibans ne sont rien d'autre que des protestants d'islam. Les combinaisons de ces valeurs et comportements nous fournissent 4 typologies. J'utilise des combinaisons, des abréviations Rome, Ref, Mon, Rep pour les désigner. Rome, romaniste, Ref, réformiste, Mon, monarchiste, Rep, républicain. Donc prenons la combinaison du romaniste avec monarchiste, ce que j'appelle le Romone. C'est 14% des Européens. Ce sont essentiellement les Espagnols et les Belges,
Ils ont d'une part la pensée elliptique et d'autre part l'individualisme. Ils sont à la fois conservateurs et mystiques. En ce qui concerne leur comportement, voici quelques exemples. C'est le directeur général qui démissionne sur le champ, car son patron américain veut se réunir avec toute l'équipe à Madrid au lieu de travailler directement en tête-à-tête avec son subordonné espagnol. C'est l'équipe de ce patron qui ont conclu que parce que l'Américain ne voit pas le chef en tête-à-tête, celui-ci va sûrement être viré. Ce sont ces Flamands qui sont convaincus de leur vraie valeur face aux Wallons. Ce sont ces Espagnols plutôt sérieux et pas peu fiers de leur nom long et aristocratique. Regardons la combinaison entre le romaniste et le républicain, ce que j'appelle le Rome-Rep. Ce sont les Français, les Italiens, les Polonais, les Portugais, les Irlandais du Sud et une bonne partie des anciens pays de l'Est. C'était le profil de ma mère et des 45% des Européens qui vivent à l'ouest de l'ancien rideau de fer. Ceux qui font l'éloge de la pauvreté et du communautarisme, ceux qui trouvent le barycentre de leur conviction à gauche. Quels peuvent être des exemples qui typifient leur comportement? C'est l'obnubilisme avec les plus faibles et la diabolisation un peu névrotique des plus forts. C'est ce malaise avec l'argent. Ce sont les latins qui disent oui, mais qui pensent plutôt peut-être, ou même pas question. C'est d'être responsable, mais pas coupable. C'est la relaxation judiciaire, car le pardon est divin, du délinquant, sous le prétexte de sa pauvreté, ou de sa misère, ou d'avoir eu le bon sens de choisir une cible fortunée. Ce sont les Français qui préfèrent envoyer leurs enfants en Irlande plutôt qu'en Angleterre pour apprendre l'anglais. Ce sont les mafieux qui passent une vie à tuer des innocents et qui reçoivent un superbe enterrement sicilien par l'évêque de Palerme. Ce sont les fromages de la fonction publique. C'est la souplesse face aux principes, car rien n'est simple. C'est le transfert en masse de responsabilités sur l'État ou sur l'Église. Mais c'est aussi la nostalgie pittoresque de la monarchie, qui se manifeste dans un code de politesse très formel, dans les fastes viennois, malgré la disparition des Habsbourg vers 1917. Dans le bal de Lix, à l'Opéra, Garnier, ou dans les travaux de l'association de l'entraide de la noblesse française. Cependant, ces caricatures d'une époque révolue n'ont absolument rien du croc dur de la vraie monarchie contemporaine, ni historique. Troisième cas de figure, le réformiste monarchiste, le Refmon. Nous y trouvons surtout les Anglais, mais aussi les Danois, les Suédois, les Norvégiens. C'était le profil de mon père et de 12% des Européens qui n'ont aucun problème avec l'argent, ni avec le privilège individuel, où le cœur des gens tend franchement plus à droite. Ce sont ces Anglais qui ne serrent pas la main et qui restent aimables mais distants, cordiaux mais en quelque sorte insaisissables. Ils entrent dans une pièce sans dire bonjour et on se demande quelle mouche les a piqués. Puisque depuis le plus jeune âge, ils apprennent à cacher leurs émotions
Il nous inquiète par le décalage entre les mots qu'ils prononcent et la passion qui semble manquer sur leur visage et dans leurs gestes. Ce sont aussi ces Britanniques, tout aussi désarçonnés par le coup de gueule gaulois. C'est le faste du prix Nobel, en présence du roi de la Suède, ou de la réception de notre président et de Madame Sarkozy par la reine du Royaume-Uni au palais de Buckingham. C'est l'Angleterre qui est, selon le Times, fondue par les classes sociales du berceau jusqu'à la tombe. C'est l'art perfide de l'exclusion et de l'inclusion sociale. C'est la rigidité victorienne des principes, un petit exemple de l'anglais qui se relocalise professionnellement en France, en faisant naïvement confiance à la parole donnée par son PDG quand même, et qui ensuite est offusqué parce qu'il n'a pas eu le job. C'est la conviction de supériorité et la xénophobie des monarchistes qui tiendront leur patrie toujours en marge de l'Europe afin de protéger la couronne contre les étrangers. C'est le contrat russe qui tombe à l'eau parce qu'on envoie un Anglais négocier avec les Russes au lieu de Français. Quatrième cas de figure, réformistes républicains, ce que j'appelle les REFREP. C'est 9% des Européens. En Europe, c'est le cas de la Finlande, de l'Islande et de certains Suisses. Ils croient à la vertu de l'argent et au communautarisme pragmatique et humaniste. Essayez de pousser une autre voiture garée en utilisant votre pare-choc pour créer de la place en vous garant à Zurich, comme vous le faites peut-être à Paris. Vous risquez d'être appréhendé sur le champ par n'importe quel citoyen suisse de passage et pas en souplesse, et de vous trouver aussitôt assigné en justice. C'est la rigidité face aux principes, c'est la moralité absolue. Mais surtout, les REFREP de référence sont les Américains des États-Unis, dont la nation est entièrement fondée sur les valeurs européennes du calvinisme et de la République. L'exemple du patron espagnol qui démissionne dit beaucoup sur le comportement du REFREP américain, qui, dans sa vocation de leader global, passe trop souvent à côté des sensibilités culturelles de ses interlocuteurs. Ce sont les Américains qui ne prennent pas le temps pour bien comprendre, ni pour bien expliquer, et qui arrêtent les réunions uniquement parce que c'est l'heure, même si une discussion essentielle pour comprendre reste en cours. C'est le maintien de la peine de mort. C'est le dîner en Floride où un patron américain né dans l'Alabama dit les grâces chrétiennes au microphone dans une salle de 500 personnes, des dirigeants internationaux comprenant juifs, musulmans, hindous, shintoïstes et sans doute d'autres religions aussi. Ce sont les Américains qui trouvent que l'histoire n'a rien à nous apprendre et qui semblent être obligés de répéter en permanence leurs erreurs. D'ailleurs, Churchill a dit que les Américains choisiront toujours la meilleure route, mais seulement après avoir essayé toutes les autres auparavant. Mon père était un refmon et ma mère était une romrep. Donc, réformiste monarchiste et romaine républicaine. Sur tous ces points, leur culture était parfaitement opposée, tout en étant
parfaitement européenne. Pour ceux qui attendaient que je parle de l'Allemagne ou des Pays-Bas, ce modèle les situe au croisement des stéréotypes. Ces peuples sont les plus pluralistes d'Europe, chacun ayant en partie égale des populations protestantes et catholiques, l'un étant devenu république de mémoire vivante et l'autre toujours monarchie, mais très libérale. En revanche, les Länder dans la République fédérale montrent individuellement des profils très typés de réformistes ou de romanistes. Et les calvinistes des Pays-Bas se trouvent géographiquement localisés dans l'Est. Pour d'autres qui auraient voulu que j'intègre les religions juives et musulmanes, j'avoue m'être focalisé sur les chrétiens, car ils constituent aujourd'hui 80% des Européens, et peu de temps avant la Réforme, presque la totalité. Le modèle prédit les valeurs, les comportements, les ressemblances, les disparités culturelles, les écarts de compréhension entre pays. Il nous aide à comprendre pourquoi les Européens ne se comprennent pas en matière de temps, d'argent, de communautarisme ou d'individualisme, de privilèges, d'isolation sociale, sur la place de l'État, d'empiricisme, de cartésianisme, de pensée inductive ou déductive, de pragmatisme ou de dogmatisme, de droit et devoir, de lutte des classes ou d'égalitarisme, de chauvinisme et xénophobie, et sans doute d'une foule d'autres ismes aussi. Le modèle a été validé statistiquement avec les données d'anthropologues culturels éminents. Cependant, il comporte toujours ce vieil inconvénient de vouloir généraliser au sujet du comportement humain. Mais les analyses sont convaincantes quant à la véritable existence de ces typologies. Si je devais tirer deux conséquences de ces idées, d'abord, notre patchwork culturel européen, nordique, saxon, celte, hispanique, gaulois, baltique, latin, germanique, slave, hellénique, nous pose un véritable défi et je reste très pessimiste quant à la probabilité de voir de mon vivant ce rêve se réaliser d'un fédéralisme humaniste et socialisant du type Rome-Rep si cher aux Français, Italiens et Polonais, imposé à l'ensemble des 27 pays de la communauté, dont certains sont monarchistes. Deuxièmement, le comportement isolationniste américain, qui pose problème même pour les Britanniques, me semble être assez sérieux. Si l'Europe unie n'arrive pas à amener les États-Unis à contrôler ces pulsions d'intolérance et même de bigoterie, afin de respecter la diversité dans la communauté mondiale, les Chinois, qui sont tout aussi intolérants, s'occuperont de leur cas. Et eux, ils n'ont aucun point, ni culturel, ni historique en commun, permettant de pardonner. Un tel conflit serait bien plus grave que l'autre vieux conflit planétaire entre l'islam et le monde chrétien, qui trouve aussi son origine dans les écarts de culture.